Bonjour une autre fois. Dans la deuxième partie du raisonnement passé, quand je vais le répéter, c'est pas un cours, c'est juste un résumé de cours. J'essaie de poser les questions importantes à répondre. S'il vous plaît, si c'est juste un résumé pour rafraîchir la mémoire, comme ça vous pouvez commencer votre année en prépa. Donc, il y a des questions qui sont très importantes au niveau du raisonnement phasé. La première question, c'est comment on définit le type de charge. Vous pouvez tomber dans des situations où vous devez définir le type de charge et c'est pas toujours très évident comme vous le pensez. Deuxième question, c'est comment calculer la puissance des charges si la charge elle est complexe et bien sûr, c'est quoi la représentation graphique ou bien la représentation de Fresnel. Donc, je vais commencer par un exemple, un exemple de type de charge. Donc, ici, vous avez une charge composée d'une résistance en série avec une impédance. Bien sûr, cette charge, on peut calculer la charge totale, Z équivalent égale la résistance plus JL oméga de l'inductance avec L l'inductance. Donc, si on veut faire une représentation graphique, il faut toujours savoir que la tension est la source du secteur. Elle est formée, bien sûr, la tension instantanée, a une forme sinusoïdale, elle est formée d'une valeur efficace et une fréquence. Donc, si on veut faire une représentation graphique, une représentation vectorielle, on va mettre que la tension V est, bien sûr, dans une représentation graphique, vous avez l'abscisse et les ordonnées X et Y. Donc, on va mettre V dans l'axe des abscisses. Pourquoi? Tout simplement, pourquoi? Tout simplement parce que le déphasage de la tension, en général, commence par l'origine, donc égal à 0. C'est pour cela qu'on va faire la confusion entre le vecteur de la tension avec l'axe des Y. Bien sûr, maintenant, il faut savoir le déphasage du courant pour pouvoir tracer le vecteur I qui sera bien sûr bien sûr c'est un vecteur qui possède un déphasage qui est non nul, donc non, il aura un angle par rapport à l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Maintenant la question, il faut savoir comment on peut calculer le déphasage. En appliquant la loi d'Ohm, vous avez l'impédance ZI qui vaut bien sûr en complexe la tension divisée par le courant, la loi d'onde généralisée. Donc, il vaut l'argument de V moins l'argument de I, puisque la tension a un déphasage nul, V, le déphasage de la tension est nul, donc on aura le déphasage de l'impédance égale moins le déphasage du courant. Donc, si on arrive à calculer le déphasage, l'argument de l'impédance, on peut arriver à trouver le déphasage du courant et on peut tracer et faire la représentation graphique des courants, tout simplement. Dans notre cas, on a une impédance totale qui possède un réel résistif et un imaginaire positif L oméga. Donc, l'argument de Z, c'est l'arc tangent de L, l'imaginaire de Z sur le réel du Z. Ça veut dire que c'est l'arc tangente de L oméga sur R, puisque le déphasage est positif. Donc, on aura un courant qui est représenté par I avec un déphasage du phi. Bien sûr, il faut savoir que la longueur du courant I, elle dépend bien sûr de le module de Z et la tension efficace. Pour bien écrire, donc ici il est tracé exagéré, il doit être petit parce que Z sera supérieur à 1. Donc la charge il est inductif puisque le déphasage il est positif. Donc le type de charge RL série est une charge inductive V. Le déphasage il est positif. Un autre exemple où vous avez comme charge cette fois une charge R purement résistif. Donc c'est une charge résistive. Pourquoi? Parce qu'on a le déphasage, puisque l'imaginaire n'existe pas, donc l'argument de déphasage il est nul. La charge est résistive. Il faut noter ici une note très importante. Il faut savoir que les charges résistives ne sont pas toujours juste des résistances pures. Donc, par exemple, vous pouvez avoir
une charge série résistance avec un condensateur en série avec une inductance, et vous calculez le déphasage phi, arc tangent de L oméga moins 1 sur C oméga. Bien sûr, c'est l'imaginaire de l'impédance totale, divisé par la résistance, la partie réelle de l'impédance, et vous pouvez avoir égal à zéro. Donc c'est toujours, il est considéré comme une charge résistive. Il ne faut pas oublier que c'est pas toujours résistance pure, une charge résistive, mais vous pouvez avoir une combinaison, vous donner une charge résistive. Bien sûr, quand vous pouvez le calculer et vous trouvez que le déphasage il est positif, donc il sera une charge inductive. Et quand vous pouvez le calculer dans le cas inverse, une impédance négative, une charge capacitive. À noter ici, s'il vous plaît, on peut parfois dire une charge inductive. Le courant, comme vous voyez dans le vecteur, il est en retard par rapport à la tension. Donc, vous pouvez l'écrire, on va l'écrire ici. Donc, dans la représentation, on peut trouver que le I en retard par rapport à la tension, positif. Et si dans le cas inductif, donc on va avoir le courant, voilà, comme ça, V, I, en avance, en avance, par rapport à la tension. Très bien. Donc, maintenant, on va partir à une autre question qui est très importante, la question des puissances. Donc, on va voir que les puissances, la puissance, il se décompose en puissance active P, qui vaut V fois le courant fois le cosinus phi. Et on a la puissance réactive, c'est, après avoir bien sûr calculé le courant et la tension, c'est sinus phi. Et vous avez la puissance apparente, c'est la tension efficace fois le courant efficace. On va peut-être un petit peu développer. On va trouver que P c'est S fois le cos phi. On va trouver que c'est S fois le sinus phi. C'est pour cela qu'on peut tracer ces puissances d'une manière graphique. On va trouver que S c'est ici, on va trouver que P c'est la projection de S dans l'axe des X, et Q, c'est la projection dans l'axe des Y avec le déphasage de phi. En parlant un petit peu des charges, on va trouver que chaque charge, comme on a déjà parlé, la charge capacitive, elle va donner uniquement, il va fournir une énergie, pardon, une puissance réactive de C oméga V au carré. C'est pour cela qu'on a le mouvement, la charge inductive, il va consommer de l'énergie réactive, il ne va pas consommer de l'énergie active. Donc c'est V au carré sur L oméga. Et la résistance, il va consommer une puissance résistive, une puissance active sous forme d'effet Joule R fois I au carré. Ou bien, attention au carré sur la résistance. Donc maintenant, on va parler à une terminologie ou bien un facteur qui est très important, qui est utilisé dans les puissances, c'est le facteur de puissance. On va voir que le facteur de puissance est un facteur qui va exprimer ce graphe graphiquement à une partie analytique. On va dire que le facteur de puissance, c'est la division entre la puissance active et la puissance apparente, qui est en guise de conclusion, c'est le cos phi. Donc on va dire que à chaque fois que le facteur de puissance il augmente, si le facteur de puissance augmente, implique que bien sûr le cos phi il est inférieur ou égal à 1, donc l'état maximal il va signifier que le cos phi est égal à 1, ça veut dire la puissance consommée totale par une charge, c'est la puissance active, c'est ce qu'on considère, c'est-à-dire diminuer la puissance réactive. Donc comment peut-on faire ça? Donc la solution, elle est très simple, c'est d'ajouter bien sûr un élément qui fournit une puissance réactive. Exemple, on va considérer un réseau monophasé qui se décompose bien sûr une phase et une autre. L'énergie fournie par la source. Bien sûr, la source, il va fournir une puissance S apparente
bien sûr sous forme d'une puissance active et une puissance réactive Q de source, et la charge il va consommer la puissance apparente et une puissance active, puissance réactive de charge. On va essayer d'introduire l'élément capacitif. L'élément capacitif, il va fournir donc, charge, batterie, batterie électrostatique, bien sûr. Donc, il va fournir une énergie réactive de batterie. Donc, on va faire un petit bilan de puissance. On va trouver que la puissance consommée par la puissance charge égale la puissance de la source, pardon, la puissance de charge, c'est la puissance de charge plus la puissance réactive, bien sûr, au carré charge, racine. Donc, on va voir que que la batterie ne fournit uniquement la puissance réactive. Donc, la puissance réactive de la charge égale à quoi? À la puissance réactive de la batterie plus la puissance de réactive fournie par la source Q. Très bien. Donc, on va voir aussi que la puissance active de la charge égale la puissance de la source parce que la batterie, la puissance de la batterie ne fournit pas de la puissance active. Donc, PC égale à PCH. On a vu aussi que si on divise bien sûr la puissance réactive sur la puissance apparente, donc on aura le sinus phi sur le cosinus phi, c'est le tangente phi. Donc on a ici un facteur de puissance A, donc qui vaut bien sûr au cosinus phi A, ou bien cosinus phi souche, implique qui va donner un tangente phi A. Et on désire avoir une énergie réactive qui a de la charge tangente phi de la charge phi 2, donc bien sûr qui va qui va diminuer qui va augmenter pardon parce qu'on va diminuer le cos phi. Donc on peut dire que la puissance réactive de charge moins la puissance de la source égale la puissance de la batterie implique que la puissance de charge égale la puissance active de charge ou bien la puissance active de la source, tangente phi charge moins tangente phi source. Comme ça, on peut faire comme ça. Égale à Q batterie. La Q batterie, donc on a déjà vu que c'est C oméga fois V au carré. Donc C oméga fois V au carré implique quoi? Que la capacité du condensateur égale la puissance charge actif tangente phi charge moins tangente phi source divisé par oméga fois V au carré. Donc c'est comme ça qu'on trouve la capacité du condensateur pour améliorer le facteur de puissance. Donc j'espère que c'était bref, était bien clair. Merci et on se voit à la prochaine.